Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un GinJDR, GinJDR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et donc on va parler d'un sujet autour de deux vidéos écho, donc une à Patbou qui est finalement la personne qui a émis le sujet à l'origine, et celle de François Letarte. Alors, étant donné que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit François Letarte, et aussi que Patbou, comme il a posé la vidéo à l'origine, les deux vidéos sont en description, donc allez les regarder avant pour comprendre ce que je vais dire après. Parce que ce que je vais dire ne concerne pas la sphère seulement du joueur et du maître de jeu, mais ça concerne aussi la sphère créative. Donc le sujet de la vidéo, c'est la paternité de l'histoire dans le JDR, donc qui est le dépositaire de l'histoire dans le JDR, et apparemment il semble que ce n'est pas quelque chose qui est pleinement compris ou assimilé. En tout cas, il n'y a pas de réponse qui semble sortir de manière évidente, et pourtant il y a déjà des indices pour ça. Donc au lieu d'essayer de savoir qui sait et qui ne sait pas, le mieux est de savoir quelle est la plus grande problématique autour de l'histoire et de sa paternité dans le jeu de rôle, qui est le dépositaire. Et je pense qu'il y a trois principaux problèmes avec ça. Alors le premier problème, c'est l'ego humain. Je pense ça pèse énormément, mais vous allez vous rendre compte que ça ne concerne pas seulement le cadre de la présentation, de la forme de l'histoire, ou voire même le fond. On va même parler de l'enrobage, la chose qui est par-dessus et qui, il faut se l'avouer, est assez superficielle. Donc en premier, il y a l'ego humain. En second, c'est l'identification des différents acteurs à une table de jeu de rôle. Et en troisième, la question qui fait un peu mal, c'est êtes-vous sûr d'avoir pris tous les moyens mis en place pour pouvoir raconter une bonne histoire? Alors, on va déjà commencer par débunker un truc qu'avait dit Patbou, mais ce n'est pas de lui, c'est d'une chaîne que je semble connaître en plus, qui disait que finalement, au niveau de l'histoire, quand les dés viennent à intervenir, que ce n'est pas vraiment une histoire qui est créée par le maître de jeu. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Donc, je vais déjà lancer ça, mais on va déjà commencer par le truc le plus chiant et le plus facile à défoncer, c'est l'ego humain. Donc, pourquoi l'ego humain est un problème? Je pense que la volonté de vouloir produire une bonne histoire est une très très bonne intention, et à cela, il y a pas mal d'outils qui viennent à s'ajouter à la corde du maître de jeu, mais souvent on accorde plus l'outil, par exemple le lancer de dés ou n'importe quel système de jeu, comme le moteur de comment ça va être résolu, et du coup qu'est-ce que ça va raconter comme histoire. On a vu qu'il y a des gens qui pensent que lancer les dés, ce n'est pas de l'histoire, ce qui est évidemment faux, mais il y a aussi une autre partie qui est l'engagement du créateur mis en place dans la volonté de créer une fiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? En gros, ce que ça veut dire, c'est que des fois, on a la volonté d'écrire une histoire et on a une volonté aussi assez forte que l'histoire se présente exactement telle qu'on le voit. Alors, on va balayer les choses assez rapidement. Donc, si jamais vous considérez que vous êtes le seul et que vous avez fait en sorte que vous êtes le seul à avoir eu de l'impact sur l'histoire, vous êtes un traître aux yeux du jeu de rôle et aux yeux de votre tablé. Rien que ça. Alors je vais quand même m'expliquer là-dessus. Il y a des gens qui des fois, faut se l'avouer, ils ont des envies et des rêves brisés, ils ont envie de rester dans leur garage à construire leur truc, c'est leur petit projet personnel, que ce soit par exemple un concept designer pour un jeu vidéo ou même un réalisateur, et du haut de leurs grandes intentions et de leurs rêves brisés, vont essayer d'utiliser le jeu de rôle comme substitut. Alors, je vais donner mon opinion rapidement là-dessus. Je ne pense pas que le jeu de rôle soit mon activité préférée de manière ludique. C'est bizarre parce que je m'engage beaucoup dans le jeu de rôle, tout le temps même. Mais je ne pense pas que c'est mon média préféré. Mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le jeu de rôle n'est pas un média de seconde zone. Parce que même si les gens ne considèrent pas, qui pratiquent le jeu de rôle, ne considèrent pas le jeu de rôle comme une pratique de médiatique de seconde zone, malheureusement, c'est considéré comme tel
aux yeux de ces gens-là qui ont envie en fait de projeter leur histoire. Je pose la question à ces gens-là. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui fudge, hein. Je vais en parler tout de suite après. Je vous pose une seule question, ces gens-là qui ont envie de raconter une histoire à eux seuls et de vouloir prendre les joueurs en otage. Si jamais vous aviez donné votre histoire telle qu'elle aux joueurs, aurait-il pris la peine de le lire si ce n'était pas obligatoire? Ensuite, de l'autre côté, il y a évidemment ceux qui vont par d'autres médias et qui vont essayer d'entretenir le truc. C'est-à-dire ces gens qui des fois font du RP Discord ou bien du RP Forum et en fait ils font leur univers, leur héros sans peur et sans reproche. Et je reposerai la même question dans ton histoire ou ton Garrison, ton personnage parfait là. Est-ce que tu irais aller compiler ça dans une histoire ou dans un roman dans le but de le vendre? Ben non, parce que de un, vous n'avez pas les couilles, et de deux, votre histoire, quand vous serez mis face à l'éditeur, votre ego va être brisé, parce que finalement, vous n'avez pas encore compris que quand on décide de pratiquer une activité ludique, c'est pour ça que je prends justement le RP Forum et le RP Discord pour ça, parce que même si des gens pourraient dire oui, mais c'est pas du jeu de rôle ou c'est quelque chose à côté, mais c'est quand même une activité qui se consolide ensemble. C'est pour ça que des fois, vous vous retrouvez, les gens qui ont fait du RP Forum ou du RP Discord vont témoigner. C'est pour ça que des fois, vous voyez des gens qui racontent les histoires les plus parfaites de leurs personnages qui n'ont jamais de péripéties qu'ils arrivent à, à ne pas surmonter, en fait. Ah ben, du coup, une fois qu'ils arrivent à collaborer avec des joueurs le temps d'un instant, puisque il y a une interlude où les deux vont avancer ensemble et raconter une histoire. Je parle de deux parties, c'est-à-dire l'ego d'un joueur et l'ego de tous les autres joueurs. Ça fait deux parties, même si chacun est de son côté. Ah ben, il va se passer un truc, c'est qu'il n'y en a aucun qui voudra paraître faible à un moment donné. Et tout le monde va vouloir paraître fort. Est-ce que vous comprenez maintenant aussi quel est le parallèle avec le jeu de rôle? On parle des dés, mais c'est pas les dés le problème. Le problème, c'est le système de jeu, le système de résolution, et aussi ce côté démissionnaire de certains joueurs, surtout récemment, qui ne comprennent pas que la machinerie autour du jeu de rôle, quelque chose qui s'y apparente, en tout cas quand il s'agit d'interpréter un personnage, c'est l'adversité. Ce qui fait souvent un bon héros. Des fois, on te dit que c'est un bon vilain, mais qu'est-ce qu'un bon vilain? Sinon, quelque chose à contrecarrer, finalement à rediriger vers le droit chemin, ou un ensemble de péripéties qui vont mener à un climax qui va mettre fin à un certain pan de l'histoire du héros. Ah ben, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ces notions. Tout cela a un rapport avec le jeu de rôle. Si vous pensez que vous êtes les seuls à produire une histoire, vous maître de jeu, et que du coup vous prenez les autres pour être vos spectateurs avec un semblant d'illusion de liberté, ben je suis désolé, vous êtes des traîtres. Voilà. Et je me rappelle pas d'une seule version de l'histoire où des gens ont parlé du fait au dernier moment sous le coup de la colère ou quand les joueurs parlaient de ce qu'ils faisaient, qu'un maître de jeu ait dit délibérément aux joueurs et les gars, de toutes les façons, vous êtes en train de parler de ce que vous avez fait, mais en fait, c'est l'histoire que j'avais envie de vous raconter. C'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont été assez stupides pour révéler le poteau rose, et évidemment, je pense que vous connaissez la suite. Donc, déjà, l'ego, vous allez le prendre, vous allez le rouler en boule, et vous allez le jeter à la corbeille. Et attention, l'ego du rôliste, il n'est pas si grand par rapport à d'autres gens qui pratiquent d'autres activités. Mais c'est un ego qui est toxique, surtout si vous êtes créateur et maître de jeu, parce que, en fait, c'est autour de votre travail que les joueurs vont intervenir. Donc on va passer à la partie, on va passer à la partie où on va parler de quels sont les acteurs autour d'une table de jeu de rôle. Évidemment, il y a les joueurs, il y a le maître de jeu, il y a les règles, donc le système de jeu, le système de résolution. Étant donné qu'il y a des gens qui font par exemple un univers, puis ensuite ils prennent le système de résolution d'autres jeux, donc on peut y avoir, pas forcément une dissonance, mais il peut y avoir une association, mais pas spécialement en fait que ce soit considéré comme un seul. Il y a aussi le contrat social, évidemment, c'est ce qui fait que quand quelqu'un fait du bruit derrière le paravent, et puis finalement il a modifié un résultat dans les coulisses, tout ça pour raconter une bonne histoire, ben, je suis désolé, c'est le mal.
Et en fait, souvent on associe Fuger au mal, mais on pense que c'est l'acte de Fuger qui est le mal à la base. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que vous aviez un pouvoir, vous maître de jeu, et que vous avez décidé de faire passer les choses dans les coulisses, soi-disant pour l'intérêt de certaines personnes ou de certaines choses, de la bienséance, au lieu d'être transparent. Je vais vous donner un exemple, et j'en ai parlé au tout début de ma chaîne, c'était ma deuxième vidéo. J'ai parlé du fait qu'à un moment, j'ai voulu rebooter un passage parce qu'un joueur s'était plaint. Et je l'ai dit et je le redis, je regrette encore d'avoir fait ça. Ce n'est pas Fuger puisque j'ai pas truqué le résultat, mais j'ai voulu créer une rupture de manière rétroactive dans le récit. C'était aux joueurs de comprendre que les actions ont des conséquences et que le monde évolue sans lui. Mais je n'aurais jamais dû, je dis bien je n'aurais jamais dû oser proposer ça. Et ça me suit encore. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Fuger n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a une différence entre faire des choses dans les coulisses et puis les joueurs ne sont pas au courant, et aussi dire les choses explicitement et avec de la transparence. Bah, de la transparence, c'est pour ça que j'ai trouvé que la transparence était importante. C'est pour ça que la transparence devient importante dans des moments assez lucides. Je vais vous donner un exemple. Dans mon jeu de rôle, le passage entre la vie et la mort, il est assez vite déterminable parce que finalement, il est dans une caractéristique. Tu sais que si c'est à 0, c'est mort. Sauf que à un moment, un joueur, il était arrivé à 0, donc il était censé mourir. Sauf que je n'ai pas trouvé ça intéressant qu'il meure là, parce que je trouvais que son personnage n'avait pas accompli grand-chose, et que d'autre part, on venait de commencer la campagne, donc je pouvais me permettre de le laisser en vie. Et bien, qu'est-ce que j'ai dit aux joueurs? J'ai dit aux joueurs, les mecs, je pense pas qu'ils devraient mourir là parce que ça serait inutile. Du coup, je le laisse en vie, donc on le met au score le plus bas. Quand il va aller pour faire de la récupération, s'il rate ses jets d'intégrité, il va perdre des points de caractéristiques définitivement, il va devoir recommencer depuis une certaine base. Mais par contre, vous, pendant que vous êtes en train de l'évacuer, la difficulté autour de vous va augmenter. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a eu besoin de truquer les dés? Non. Est-ce qu'il y a eu besoin de faire du bruit derrière les coulisses? Non. Je suis désolé pour Guy Gygax, hein. Je ne m'en prends pas gratuitement aux morts. Mais c'est bien le témoin que quelqu'un peut peser énormément dans un sujet, mais sortir de grosses conneries. Voilà. Et je pense qu'il y a le rapport entre le fait où les gens ne doivent pas mettre les pieds dans les coulisses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser une vitrine pour que les joueurs voient un petit peu comment tu organises les choses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont d'ailleurs un problème avec le scénario, et on va emboîter d'ailleurs sur ce passage-là. Dans les scénarios, souvent on a une idée de ce qu'il faut faire. Sauf que moi j'ai appris ça au moment où j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que le jeu de rôle en détail, c'est-à-dire aux alentours de 2009-2010. Un joueur avait dit, et je crois que c'est sur un serveur qui était en bleu, donc je suppose que c'était Silent Rift. Donc le mec, il avait dit ça, et ça m'a suivi partout, c'est quand tu écris un scénario du genre comme tu les voyais dans les gazettes, dans les suppléments, ou encore de façon classique, quand tu écris des scénarios comme ça, tu es sûr que si tu crois en la liberté d'action des joueurs, tu sais que 80% de ce que tu as écrit peut potentiellement tomber à la poubelle. Et c'est pas un mensonge d'avoir dit ça. Je l'ai vu quand j'ai commencé à écrire le jeu de rôle comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai justement créé la fameuse vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus, la fameuse méthode du code. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi les problèmes de oui, mais moi, je suis un maître de jeu, j'ai quand même envie de raconter des histoires. Oui, tu peux raconter des histoires, mais chaque média a ses atouts. Le point fort du média qu'est le jeu de rôle, c'est qu'à la fois, il a ce rapport où tu vas raconter une histoire. Quand tu vas t'en souvenir, il y aura une fresque de tout ce qui s'est passé. Et peut-être tu te souviendras pas de tout,
mais tu auras un gros bilan de ce qui se passe autour de l'histoire, et chacun aura sa vision de comment s'était passée cette partie, mais le truc le plus important aussi, c'est que dans le jeu de rôle, il a ce rapport de l'interactivité, chose que tu enlèves si tu décides de les mettre parfois sur des rails, hein, voilà, parce qu'il y a des gens qui accepteront de suivre les rails, et d'autres non, ou bien quand tu vas vouloir faire du toboggan, ce genre de choses-là. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un gros problème avec les joueurs de jeux de rôle tout court, c'est cette volonté de ne pas en fait se rendre compte à quel point manquer de transparence pose énormément de problèmes. Là, je vais vous donner un exemple que j'avais vu déjà depuis 2014. Je pense que c'est toujours sur le même forum, mais je suis pas sûr, où quelqu'un a dit oui, il y a mes joueurs, ils fuient mes scénarios. Et du coup, on lui a posé la question, oui, mais pourquoi ils fuient tes scénarios? Je dis oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je présente des personnages pour pouvoir commencer le scénario sur lequel j'ai travaillé, et les joueurs les évitent. Déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que le maître de jeu ne s'est même pas pris la peine de concerter les joueurs pour savoir s'il voulait interpréter tel ou tel scénario. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, lui, après, il est allé dire oui, mais c'est pas grave, parce que de toutes les façons, je peux transposer le scénario ailleurs. Et en gros, le mec a dit oui, j'ai créé une map, et en fait, à la map, il y a des PNJ qui ont des scénarios un petit peu comme dans les MMO. On arrive encore à un autre problème, c'est-à-dire celui de ne pas comprendre que en fait chaque média a ses forces et ses faiblesses, et qu'il faut s'inspirer et pas pomper. Voilà, quand même, il y a quand même une différence là-dedans. Vous voyez tous ces éléments-là, c'est par un manque de transparence. Qu'est-ce qui vous empêche de dire à vos joueurs, les mecs, j'ai un scénario, je vais vous donner le pitch de base. Ça veut pas dire que il va vous spoiler, le maître de jeu. Il vous dit juste le pitch de base. Vous le faites. Enfin, vous entendez ce que le gars a à dire. Si ça vous botte, ça vous botte. Si ça vous botte pas, ça vous botte pas. Mais au moment où vous allez rentrer dans la session, vous savez que c'est un scénario qui va être lancé. Après, pour la forme, on peut discuter, parce qu'il y a sûrement, j'ai parlé de la méthode du code, mais peut-être que d'autres personnes ont créé d'autres méthodes. Mais n'empêche que il y a déjà énormément de barrières. Fuge n'est révélateur que de la barrière du manque de transparence entre le maître de jeu et le joueur, et aussi de ses intentions. Si tu vois que tes joueurs sont en train de fuir un donneur de quête, alors que tu sais qu'ils sont assez futés, et voire même qu'ils le savent peut-être, c'est peut-être parce qu'ils ont plus envie de rester en bac à sable pour le moment. Et oui, c'est vrai que le jeu de rôle est composé de compromis. Mais pose-toi toujours la question du pourquoi ils décident de fuir une quête à cet instant-là pour le moment. Et n'hésite surtout pas à poser la question aux autres. Donc tout ça va venir rassembler finalement la construction de ce qui pourrait ne pas aller, et on arrive à cette partie justement du est-ce que vous êtes sûr que vous avez utilisé les bons atouts pour pouvoir mettre en forme une partie de jeu de rôle. Voilà. Donc là, on va maintenant passer à la dernière partie, c'est les acteurs. Donc on a déjà révélé de très très nombreux acteurs. Alors là, c'est un autre souci, c'est est-ce que si vous enlevez une fonction d'un des acteurs et vous le transférez ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça du jeu de rôle? Ou est-ce que tu décides de corser certaines choses, est-ce que tu peux appeler ça du jeu de rôle? On va prendre un exemple. Si tu décides de faire en sorte que les joueurs sont délibérément les uns contre les autres, est-ce que tu considères que c'est du jeu de rôle? Est-ce que tu considères que si tu enlèves les fonctions qu'ont le maître de jeu, c'est-à-dire le maître de cérémonie, celui qui se charge de la psychologie à la table, que tout se passe bien, le rythme, la direction d'acteur, l'arbitrage, voilà. Est-ce que tu es sûr qu'on est encore dans du jeu de rôle? Il y a plusieurs définitions de jeu de rôle. Les gens ne sont jamais d'accord sur une définition du jeu de rôle. Désolé. C'est parfait, promotion de faire des trucs par pair. Voilà. Donc, posez-vous ce genre de questions. C'est comme un jeu de rôle dont j'ai entendu parler récemment là, où apparemment maintenant pour gérer un conflit, les gens ne veulent même plus avoir affaire à lancer des dés pour taper des trucs, en tout cas pas des masses. Ils lancent un dé, s'ils réussissent le combat.
Mais si tu enlèves la difficulté et que tu fais en sorte que finalement tu mets en jeu égal, c'est-à-dire que si tu échoues au jet de dés, ben, tu perds le combat. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de jouer au jeu de rôle? Évidemment, le jeu de rôle, ce n'est pas lancer les dés, mais c'est plutôt la tournure des choses. Est-ce que tout gérer en une seule fois, est-ce que tu peux appeler ça du jeu de rôle? Et si tu décides que quand quelqu'un échoue, ben qu'il a énormément de garde-fous, est-ce que tu es dans l'adversité en créant une asymétrie au profit des joueurs? C'est un bon challenge pour pouvoir raconter à la fois une bonne aventure et aussi que les joueurs passent un bon moment devant la table. Et c'est toujours un truc qui est rattaché au système. Et il y a encore le problème du système, c'est-à-dire si les joueurs ont un véritable problème avec le système et que les gens ont envie de raconter des trucs, chose qui arrive et que les gens de plus en plus commencent en fait à délier les langues là-dessus, dans le sens où oui, mais on n'a pas envie de système. Qu'est-ce qui vous empêche de raconter une histoire ensemble? Pourquoi vous appelez ça du jeu de rôle? Eh ben, vous savez quoi? J'ai trouvé la réponse à ça d'ailleurs. C'est dans le livre Blue Rose, j'en aurais pas de parler de Blue Rose. C'est Blue Rose qui disait, au lieu d'associer le jeu de rôle à oui, un jeu interactif, tout ça, eux, ils disaient que il faut rapporter ça au jeu qu'on jouait quand on était enfant, c'est prétendons que. Prétendons qu'on est des qu'on est des héros, des chevaliers qui vont aller sauver la princesse et qui vont aller combattre le dragon. Et je pense qu'il y a un rapport entre le fait d'assumer de jouer de faire certaines activités ludiques, excusez-moi, j'ai galéré à la sortir celle-là, par rapport à une autre. Là, la question n'est pas de poser spécifiquement qu'est-ce qui est du jeu de rôle, mais qu'est-ce qui n'en est pas. Là, c'est maintenant qu'on a identifié les acteurs et on a vu les différentes altérations, vous voyez maintenant pourquoi c'est si difficile de trouver la paternité de l'histoire du jeu de rôle. Mais pourtant, la réponse, elle est évidente. Tu retires l'ego, c'est-à-dire que tu retires l'ego et tu t'en tires au contrat social. Tu sais que tu as décidé de jouer à tel système, tel univers, tel jeu de rôle avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là savent qu'ils vont jouer ça. Ils vont peut-être pas le jouer by the book parce que tu auras tes règles maison, mais ils vont les entendre, tes règles maison. Et peut-être même que tu vas en ajouter en cours de campagne. Les joueurs détestent ça que tu rajoutes des règles en cours de campagne. Mais ça va arriver. Mais du coup, ils sont prêts à jouer à ça. Ensuite, il y a le scénario que toi, maître de jeu, tu as élaboré. Oui, on a tendance à catégoriser les parties avec une ligne de séparation qu'on appelle l'écran de maître de jeu. Les joueurs de côté, le maître de jeu et l'univers, et le système et les règles de l'autre. C'est pas forcément une bonne façon de voir les choses. Parce que je pense qu'il y a des jeux qui commencent à être modernes. Je reprends encore l'exemple de Blue Rose, où Blue Rose te disait, oui, il y a des gens qui sont des avocats des règles, et les avocats des règles, c'est vrai que c'est chiant, mais il faut aussi écouter ce que le joueur a à dire, et s'il a une règle maison qui est peut-être meilleure que la tienne, et que tu arriveras à gérer, peut-être que tu devrais l'utiliser. Donc il y a cette espèce d'esprit de sollicitation des joueurs pour pouvoir mieux faire fonctionner la machinerie du jeu de rôle. C'est pour ça que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait la vidéo encore. Je vais bientôt la faire, le lien entre le catch et le JDR. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre du catch par rapport au JDR. Mais ça va se faire. Et voilà, donc aussi au niveau des différents acteurs, vous voyez que vous avez les joueurs qui ont d'ailleurs leur bonne volonté. Est-ce qu'ils s'ennuient ou pas à la table? Quelle est leur contribution? Est-ce que du coup ils vont aller combler les morceaux de l'histoire de l'univers que tu as créé expressément pour jouer au jeu de rôle? C'est-à-dire, tu n'avais pas d'autres ambitions, tu as fait un univers de jeu de rôle exprès pour eux. Peut-être qu'il va ajouter une touche et tu vas te dire, c'est possible ou c'est pas possible? Normalement, il faudrait un background tout ça, mais c'est pas obligatoire. Je pense que c'est François Letard qui disait ça. Il disait que l'histoire de joueur n'est jamais meilleure, son historique n'est jamais meilleur que quand il le construit au fur et à mesure de la campagne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Venir à raconter l'histoire que le mec, sans peur et sans reproche, où toutes les femmes sont à ses pieds,
et puis après tu te rends compte que c'est un paladin niveau 1, et puis qu'il rate toutes ses sauvegardes, donc du coup il finit fumé en combat en 3 attaques, voilà, son histoire elle s'effondre. Donc ça aussi, ça vient contribuer à l'histoire. Mais vous savez, il y a des exemples que je pourrais vous donner de comment, en fait, comment dire ça, on peut penser un scénario, même moi avec ma méthode du cône, on peut penser un scénario comme on veut, mais si vraiment on croit en cette liberté et on facilite cette liberté où les joueurs peuvent aller dans telle ou telle piste, ben peut-être que ça va permettre de raconter une histoire. Et tu ne peux pas, et c'est ça aussi le truc que j'expliquais au travers de mes questions, c'est est-ce que tu peux garantir que l'histoire que tu as écrite là, elle touchera le cœur des joueurs, même si tu penses qu'objectivement, comme subjectivement, elle est bonne. Joueurs à ma table, qui préfèrent jouer à ma table, parce que les autres tables où ils sont allés, malheureusement, les gars sont assez liberticides. Pour même pas dire que c'est plus des otages, en fait, d'une histoire sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Rien que ça. Donc du coup, je peux vous donner des exemples que l'histoire, elle est composée de tout ça. Parce que nous, de notre côté, nous qui parlons de jeux de rôle, on a ce côté, en fait, à parler de jeux de rôle. Et en fait, il y a toujours le petit côté où derrière, on dit « Ah là là, poète poète, en fait, on n'est jamais que des connards derrière un écran. » Ce qui est vrai, hein, soyons honnêtes, c'est vrai. Mais je pense qu'on devrait un petit peu plus affirmer nos positions et ce qu'on pense des choses, tout en ayant un recul et aussi en respectant les avis des autres. Ça n'empêche pas, en fait. C'est pour ça que, par exemple, la définition du jeu de rôle, ben, peut-être que là où j'avais parlé, par exemple, ou là où les gens parlent de dés, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais les dés, j'en ai marre, j'ai pas envie de ça dans ma table de jeu de rôle. Et peut-être que tu vas te dire qu'il a peut-être joué à des jeux de rôle qui utilisaient des dés et qui étaient nazes. Ou peut-être qu'il a vraiment essayé pas mal de jeux et puis qu'il est arrivé à cette conclusion. Ou peut-être qu'il laisse pas la part au dé. Ou bien même il y a la perception qu'il a des dés. Par exemple, on fait une énorme erreur dans le jeu de rôle. Je vais prendre mes dés pour que vous compreniez ça. Je vais prendre un dé 100. Vous avez un dé 100. Regardez ça. C'est beau, c'est magnifique. Ça, c'est les dés de Pathfinder, première édition. Voilà. C'est le seul produit dérivé que j'ai concernant les jeux de rôle. Donc, admettons, vous avez une force de 60, vous n'avez aucun malus, donc du coup, vous lancez. Là, j'ai fait 70. Quel curieux hasard, mais ça passe. Enfin, le jet, je parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux dire que c'est du hasard? Je pense qu'on fait une énorme erreur quand on parle de la chance et de la fortune dans le jeu de rôle. Je t'ai traité ce sujet-là auparavant. On appelle les probabilités le hasard. Les probabilités, c'est pas du hasard. Je devais faire 60 ou en dessous. Ça a fait au-dessus vis-à-vis du lancer de dés que j'avais à faire. Il n'y avait pas de bonus, il n'y avait pas de malus, il n'y avait pas de circonstances qui venaient modifier les choses. C'était un jet qui était brut. Et c'est un jet qui était élevé. Il était au-dessus de 50. Donc tu te dis, oui, mais peut-être que ça fonctionne. Et peut-être même que tu ferais jouer 99, et puis à un moment, tu vas lancer, tu vas faire 100. C'est pas du hasard, c'est de la probabilité. Donc des fois aussi, il y a des moments où on n'appelle pas un chat un chat. Mais tous ces éléments-là, et j'ai parlé des dés, mais même tu prendrais, je sais pas moi, des cartes, des jetons à distribuer, des comparaisons de caractéristiques, chacun a sa méthode, il faut apprendre à respecter chaque facette des acteurs qui sont présents, et il faut aussi apprendre à regarder qu'est-ce qui se passe quand on vient à ôter une facette par rapport à une autre. Je vais vous donner des exemples de ça. Déjà, le premier exemple, alors là, c'est quand même une pub déguisée, désolé pour ça d'ailleurs, c'est que en fait, j'ai fait un one-shot, j'avais déjà fait un one-shot avant de Starborn, via le W System Deluxe, donc l'adaptation jeu de rôle via le W System Deluxe d'un jeu vidéo qui s'appelle Starborn. Le premier, je l'ai enregistré, mais je l'ai trouvé très mauvais. Il y avait énormément de conditions qui étaient mauvaises. Le second, c'est celui que j'ai fait avec mes joueurs. Le premier actual play que j'ai tourné, vous n'en avez pas pris connaissance parce que YouTube a shadowban ma vidéo. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une musique, ils ont claim, mais comme c'est les Japonais qui ont claim, les Japonais, c'est pas tellement la faute de YouTube, c'est plutôt la faute des Japonais. Quand ils claiment le truc, alors là, ils veulent le faire disparaître. Mais par contre, on m'a dit un truc, c'est que ce n'est pas restreint à la France, au Canada et au Québec. Donc du coup,
la majorité du public qui est en train de me regarder, vous pouvez le regarder. Donc je vais mettre le lien en description. Vous allez comprendre que j'ai écrit le truc avec ma propre méthode, mais que la conclusion, et je vais pas spoiler, la conclusion est très hautement anticlimatique. Aucun des trucs qui étaient posés au-delà de l'acte 1, parce qu'il y a une notion d'acte, au-delà de l'acte 1, les joueurs, ils étaient en roue libre. Il y avait des choses qui étaient dites, des éléments qui étaient importants, et ça a persisté. Donc ça veut bien et bien dire que j'ai balisé le truc, je sais qu'est-ce que j'ai construit autour. Voilà. Donc du coup, la paternité, elle m'appartient aussi, mais elle n'appartient pas qu'à moi, parce qu'il y a des choses qui l'ont fait vivre. Mais c'est quand même une histoire que j'avais envie de leur faire vivre. Et est-ce qu'ils ont vécu le cadre de l'histoire que je leur ai donné? La réponse est oui. Souvent, on voit l'histoire qu'on a envie de construire comme une espèce de canevas qu'on a décidé de remplir. Sauf que nous, on a fait le cadre, on a commencé à dessiner, esquisser les formes, et c'est les autres qui l'ont rempli de quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, il y a cet exemple-là. Ensuite, le deuxième exemple que j'aurais à donner là-dessus, c'est que j'ai fait une campagne avec mes joueurs. La campagne a duré 7 sessions, si je ne me trompe pas. C'est une campagne qui a duré 7 sessions. C'était pas censé être aussi court. Mais le scénario, je leur ai dit, écoutez l'arc narratif, c'était même pas un scénario, c'était un arc narratif. Je lui ai dit, écoutez l'arc narratif, voici le truc. Du coup, ils ont découvert le truc au fur et à mesure. Le pitch de base, ils le connaissaient. J'ai écrit des trucs, même avec la méthode du cône, ils ont fait 0% de ce que j'avais anticipé. Pourtant, c'est la meilleure campagne qu'on ait jamais faite. De manière indisputée. Voilà. Et tout ça, ça montre aussi que on pouvait raconter de belles histoires. Et la plupart du temps, c'était par exemple aux joueurs qui intervenaient au bon moment, qui utilisaient leurs atouts et qui avaient un moment clé où ils devaient briller et qu'ils ont brillé. Et la fin, je ne vais même pas parler de la fin était juste magnifique. C'est ce genre de fin où tu te retrouves avec des héros qui, en fait, ils ont réussi, mais ils ne se rendent pas compte pourquoi ils sont des héros, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'héroïque, mais plutôt d'avoir réussi à agir et à être là au bon moment. Et que du coup, ils entreprennent un voyage où leurs intentions est différent de leurs objectifs, mais finissent par converger ensemble pour vouloir construire quelque chose ensemble. C'est ça la fin de la campagne. Et puis il y a le fameux exemple. Alors là, je vais vous le donner. Je vais vous montrer ça. Je crois qu'on va s'arrêter sur cet aspect-là. Vous avez vu un joueur qui s'appelle Josué qui a participé à certaines de mes vidéos. À un moment, on a joué une session et on était en bac à 5. Donc il n'y avait pas d'histoire. Il y a un joueur qui avait une sale tendance à se mettre dans la merde et à attendre que les autres viennent le sauver. Le joueur là, Josué, il était très anticipé parce qu'il a une tendance à faire des jets, on va dire, qui sont bizarres. Attention, il ne triche pas, hein, c'était Médée qui le lançait. Mais il a tendance à faire des résultats qui sont assez soit in extremis, soit ça passe tellement large, tu te dis non mais c'est pas possible. En fait, les difficultés, c'est pas des difficultés, c'est des petits moments à passer, et puis des moments où aussi on anticipe le moment où il va peut-être essayer de faciliter la chose aux autres, et finalement, ben, son personnage, lui, il se fait souffler pour X ou Y raison, et puis tu te dis, ah, on va se débrouiller sans lui. Ah ben, il a dû faire, de manière espacée, hein, 3 jets de dés à l'époque où mon système était en cours d'élaboration. Il a dû lancer un dé 1000. Donc je vais vous montrer. Ce dé là c'est les centaines, ce dé là c'est les dizaines, ce dé là c'est les unités. Il devait faire 10 pour 1000. Sur les 3 jets d'affilée, il a fait 1. Je peux prendre certains de mes joueurs à témoin en commentaire là-dessus, si possible. Il a détruit les pronostics. On lui a dit, vas-y, tu vas réussir. Et puis il dit, non, mais là, c'est pour 1000, ça passera pas. Et les gens y ont cru.
Ils ont dit non mais bien sûr que tu vas réussir, t'as vu les jets de salaud que tu fais là? Il a réussi une fois, on s'est dit mais ça passe. 2 fois c'est passé. 3e fois c'est passé. Non seulement la 3e fois c'est passé, mais je m'en souviens très bien. Le joueur qu'il était censé sauver par ces jets-là, il était dégoûté parce que l'autre joueur qui est venu l'aider alors que bon, il s'est mis dans la merde, ce joueur-là qui était censé l'aider, ben, il a fait des scores que lui-même ne pouvait même pas espérer de semblant de réussir. Et ça l'a fait chier. Et ça a fait tout le monde rire. Et voilà. Donc le jeu de rôle, c'est toujours un mélange d'énormément de choses, sauf que la paternité d'un scénario, oui, la paternité du scénario, c'est le nôtre, à nous maîtres de jeu, et on a vu aussi que si on ne fuge pas, on ne fait pas des trucs dans les coulisses, mais qu'on dit très clairement certaines choses, ça va. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un monstre puissant. Je crois que c'était pour Pathfinder en plus. Pour Pathfinder, j'avais fait un monstre puissant, et puis je me suis dit, écoutez les gars, je trouve que ce monstre-là, il est beaucoup trop puissant. J'ai dit, j'attends la fin du round, donc du tour plutôt, et en fait, je vais le nerfer. Et du coup, les gars, ils ont compris, parce que tu leur as expliqué quel était le problème. S'il y avait un problème, par exemple, si quelqu'un était en danger de mort ou bien il était hors combat, et puis qu'il fallait le stabiliser, si tu as fait une erreur d'arbitrage parce que tu as fait le monstre fort, ben, le mieux que tu as à faire, peut-être, c'est de stabiliser automatiquement le personnage. Est-ce que c'est de la triche? Non. Pour moi, c'est de la triche. En fait, pour moi, c'est de la triche à partir du moment où tu trahis un des parties qui est autour de la table, un des acteurs. Voilà. Et là encore, je pourrais contraster avec une autre histoire qui serait celle où, en fait, le fameux joueur qui se mettait tout le temps dans la merde a commencé une nouvelle campagne, il s'est mis dans la merde, tout seul, dans un scénario solo. J'ai fait venir des joueurs qui, normalement, n'étaient pas censés venir le lendemain, mais le jour d'après, pour faire une partie. Ils ont fait une partie pour tenter de sauver ces personnages. En plus, ils jouaient une campagne où ils jouaient des fils d'eux, c'est-à-dire les enfants des personnages qu'ils ont joués auparavant. Et puis du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand on dit que le joueur invisible existe, c'est-à-dire que c'est l'univers, les règles, le système, tout ça, c'est la vérité. Moi qui utilise à la fois qui utilisais à l'époque des dés et des cartes pour masteriser, je peux te garantir que sur 54 cartes, j'avais beau les battre 10 fois le truc. Les mêmes cartes revenaient. Et c'est pas un mauvais mélange. C'est genre, je crois même il y a un demi-joueur qui était déjà venu sur la chaîne. Andy qui s'est dit non mais c'est pas possible. Il a battu les cartes à ma place. Et ça a donné le même résultat. Parce que finalement, il y a bel et bien un joueur invisible. Et le fait est que l'autre joueur, il passait son temps à faire ouin, ah là là, je vais crever, alors que c'est lui-même qui se foutait dans la merde. Et on a cédé. Et là aussi, c'est une erreur que je regrette. Hein. Mais vous savez pourquoi je le regrette déjà moins que le premier cas? Parce que l'autre joueur, il est resté longtemps à la table. Donc du coup, ça va. Donc du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand tu voyais que, à force de le sauver, tu voyais les difficultés en train de se refermer sur lui, au final, il a pu sauver personne. Et après, on a compris tout de suite après pourquoi finalement il fallait pas le sauver l'autre. C'est parce qu'après, déjà, il n'était pas censé être là le jour où justement il y avait la session pour pouvoir le sauver, histoire de garder un peu de suspense. Il s'est plaint parce que les autres n'ont pas pu le sauver. Alors qu'ils auraient pu faire une partie librement en prenant de l'avance, et puis ils auraient pu dire tout simplement aux joueurs, tu sais quoi, recommence ta fiche. Et ils ont vu l'ingratitude. Le gars s'est calmé. Et les autres les autres ont bien clairement montré qu'il y avait un gros mécontentement. Mais ils ont vu l'ingratitude du joueur. Parce qu'il faisait que foutre la merde en se mettant dans la merde. Et du coup, il y a des moments où finalement les autres ne faisaient rien, où lui-même ne faisait rien, et ça nuisait énormément au rythme de la tablée. Donc, je ne vais pas vous dire d'adhérer à ce système de croyance que le joueur est invisible. Mais pour moi, c'est plus une théorie depuis très très longtemps, ça. Soyez à l'écoute des résultats de dés que vous avez, même s'il y a des moments où vous allez devoir donner votre veto sur certains trucs, pour des raisons de confort et de plaisir, n'oubliez pas,
Ce n'est pas de la triche si vous ne trahissez pas un des grands acteurs de la table. Le joueur, le maître de jeu. Donc il faut surtout pas se trahir soi-même, mais bon, on va dire que c'est la première erreur que font des mauvais maîtres de jeu, c'est de se trahir soi-même avant de trahir les autres. Donc voilà, soyez très attentifs à ça. Le système de jeu, le système de résolution, le contrat social, la sécurité émotionnelle. Je sais pas si j'ai mis l'accent assez là-dessus, mais oui, la sécurité émotionnelle aussi est un acteur. Parce que soyons honnêtes, on va finir avec ça, mais si il n'y avait pas la sécurité émotionnelle, je vais dire, pour les joueurs qui me suivent et qui sont restés là jusqu'au bout, je vais vous dire un truc, et vous êtes nouveau, les relations sexuelles dans les jeux de rôle se doivent toujours d'être implicites, jamais explicites. Parce que ça mettrait les gens mal à l'aise. Quand vous voyez qu'il y a un joueur qui veut expliciter une relation sexuelle, dites-lui, fais-moi un jet de constitution. Et sois taquin, sois taquin. Prends en compte la différence de taille, la différence de constitution. Par exemple, si tu es dans un open game licence, tu dis 10, en fait, tu dis la difficulté de la constitution, c'est le score de constitution de la personne plus sa sauvegarde par rapport à la vigueur en difficulté. Tu vas te rendre compte que dans le jeu de rôle, et c'est une vidéo qui va venir ultérieurement par rapport à l'émotionnel, c'est que les joueurs deviennent subitement très pudiques quand ils se rendent compte que vraiment leur performance en tant que narrateur, mais aussi, même si c'est dans l'affection, leur performance sexuelle, surtout les hommes, parce qu'il faut avouer que le jeu de rôle, niveau masculinisme, malheureusement c'est encore très très persistant, ça les calme. Tu vas plus jamais les y reprendre. Voilà. Petite astuce gratuite, je vous l'offre. C'est pas de moi par contre. Hein. Il y a des gens qui avaient déjà fait ça avant et je trouvais ça très très bien. Mais par contre, les autres, ils sont plus violents. Eux, c'est à coup de maladies sexuellement transmissibles. Ça va trop loin. Voilà, ça va beaucoup trop loin. Mais en tout cas, on va conclure sur ça. La paternité d'une histoire de jeu de rôle. Évidemment, le maître de jeu, vous avez conçu le scénario. Peu importe la structure que vous lui avez donnée, vous avez décidé de construire le cadre, vous avez décidé de poser la toile. Je prends toujours cette métaphore de la toile pour mes joueurs aussi quand je dois leur expliquer quelque chose. Ah ben, je dirais la même chose. Vous avez mis la toile, vous avez mis le cadre. La qualité de la toile va dépendre de votre permissivité et de la flexibilité que vous avez vis-à-vis de l'univers. Et puis après, il y a les joueurs, ils vont voir des contours, des choses que vous avez posées, déjà des lignes pour pouvoir pour pouvoir en fait dessiner la composition. Et ensuite, eux, ils vont venir ajouter leur touche. Donc du coup, la paternité d'une histoire, la paternité de scénario, c'est clair que c'est le maître de jeu. Mais la paternité d'une histoire dans le jeu de rôle, et si ça se passe bien, ben finalement, c'est l'effort de tous. La fin est cliché et il est simple, mais je le dis sans cesse, c'est presque ma phrase d'accroche sur cette chaîne. Il est bon de rappeler les évidences. Et si quelque chose d'évident, et d'observation, je peux clairement le dire, et quand quelque chose est évident, mais que malheureusement il faut le dire assez souvent, c'est que souvent on se met énormément de filtres qui n'ont pas lieu d'être en temps normal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, vous connaissez les bases, like, partage, commentaire, trucs comme ça. Moi, j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez. Évidemment, je n'ai pas été très exhaustif là-dessus. Autant sur, par exemple, définir le système de jeu, le système de résolution, que, par exemple, qu'est-ce qui est du jeu de rôle et qu'est-ce qui n'en est pas. Parce que, personnellement, je me vois mal faire un jour une vidéo qui sera un procès d'intention de qu'est-ce qui est du jeu de rôle et qu'est-ce qui n'en est pas. On a toujours un certain affect vis-à-vis de choses qu'on attend, mais je suis aussi quelqu'un de profondément terre à terre et je sais que je me poserai toujours la question du si tu enlèves ou tu bascules une fonction chez quelqu'un d'autre ou un autre acteur, qu'est-ce que ça va faire sur la difficulté, sur ce que ça va raconter, sur le jeu de rôle ou en général. Voilà. Et ça, c'est un truc qui va revenir dans des vidéos ultérieures. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.